présentation. Donc voilà, dans un premier temps, je vais présenter Vanessa Barros, qui est actuellement à Lisbonne. Vanessa Barros, elle m'a rappelé qu'elle attache beaucoup d'importance à 3 valeurs: la curiosité, la joie et la générosité. Ça, c'est très important. C'est la curiosité qui l'a fait errer de par le monde. Elle a travaillé sur 4 continents. Elle a appris 6 langues, dont 4 qu'elle parle couramment. Elle s'est embarquée dans un PhD avec une carrière de plus de 15 ans dans la publicité. Donc, c'est avec joie qu'elle collabore avec Amélie Devaux, qui est présente aujourd'hui. Donc, c'est Amélie qui est à Angers en ce moment. Elle collabore aussi avec Caroline Legendre et Cédric Bachelery dans une aventure Leadership CQ. Alors, Leadership CQ, CQ, c'est le quotient culturel. Qui offre des formations en management et leadership interculturel, ainsi que des missions de consulting en diversité et inclusion. La générosité l'a encouragée dans la voie de la recherche et de la formation pour partager son expérience et ses enseignements au plus grand nombre. Et elle s'est aussi mise à l'écriture. C'est pour ça que vous pouvez trouver son livre en anglais et en français sur Amazon.com et sur Amazon.fr. Le titre du livre, donc en anglais, c'est Don't Mess with My Professionalism, si ça vous intéresse. Et le titre du livre en français, c'est Ne touche pas à mon professionnalisme, donc de Vanessa Barros. Barros avec 2 R, c'est au cas où vous cherchez. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole, Vanessa. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci à tous d'être ici ce matin. Ce soir pour moi, puisqu'il est 19h à Lisbonne. Je vais vous raconter un petit peu une histoire, l'histoire de comment ce livre a commencé finalement. J'ai fait mes études, donc je suis franco-portugaise, j'ai été élevée dans les 2 pays. À partir de l'âge de 17 ans, j'ai commencé à voyager seule. Et puis, je suis partie dans une carrière internationale où j'ai travaillé avec des entreprises de publicité, des gros groupes de publicité qui étaient souvent anglo-saxons. Donc, j'ai commencé avec Saatchi et Saatchi. J'ai travaillé à New York. J'ai travaillé d'abord à Paris, puis à New York, avec le groupe Procter & Gamble. J'ai ensuite travaillé toujours avec Saatchi à Miami sur l'Amérique du Sud avec un lancement pour Delta Airlines sur 9 pays d'Amérique du Sud. Je suis ensuite partie en Asie centrale, au Kazakhstan et en Ouzbékistan avec McCann Erickson pour gérer des comptes Coca-Cola et L'Oréal. Et puis ensuite, je suis rentrée à Londres, toujours avec McCann Erickson. J'ai travaillé aussi à Paris avec le groupe Havas et puis ensuite en Asie centrale. En Asie du Sud-Est, à Singapour, avec Ogilvy, sur une marque que d'aucuns d'entre vous connaissent bien, Pond's Beauty Cream. Et donc, j'ai comme ça appris ce que la beauté voulait dire dans le monde. Et en fait, ayant été formée dans ces entreprises qui avaient des cultures fortement soit anglaises, soit américaines, je me suis habituée à ce qu'une réunion commence à l'heure, qu'il y ait un ordre du jour, qu'il y ait des rôles prédéterminés assez clairs, qu'il y ait une fin de réunion avec des next steps très, très, très clairs, des prochaines étapes claires, etc. Je me suis habituée, et la publicité fait ça aussi, puisque finalement, culture, c'est un ensemble de normes et de valeurs que nous avons en commun. Et la publicité, c'est une culture, hein, c'est une industrie et donc c'est une culture.
Et donc, dans la publicité, la hiérarchie est souvent assez horizontale, très démocratique. Il n'y a pas beaucoup de niveau hiérarchie. Et les Américains font aussi cela beaucoup. Et donc, voilà, donc je m'étais habituée à ça. Et je m'étais habituée à une rigueur aussi dans les process. Quand j'appelle rigueur, c'est une linéarité. Parce qu'on pourrait parler de rigueur de plein de façons différentes. Et au bout de 15 ans, je reviens en France et on me demande de m'occuper de la marque Peugeot, que vous connaissez peut-être, les voitures, avec une agence qui s'appelle BETC, qui est la plus grande agence en France de publicité. C'est l'agence qui, par exemple, pour Evian, a fait une publicité qui s'appelle Roller Babies, où on voit des bébés en train de faire du roller en dansant sur du rap. C'est une entreprise qui a une grande, grande réputation de créativité dans le monde. Et là, douche froide. Les réunions ne commençaient jamais à l'heure. Au bout de 2 heures, j'entendais des gens me dire « Ah, on a bien avancé ». Et ils avaient l'air tout contents d'avoir bien avancé, sans prochaines étapes, sans un sens de la hiérarchie, de la politique, où clairement, mon habitude beaucoup plus transactionnelle, on était beaucoup plus dans du relationnel. Et là, je me dis, mais quelle bande de ploucs, quoi. Je me suis vraiment dit, ça va pas du tout, ils sont pas professionnels du tout. Et puis un matin, je me suis réveillée en me disant, attends, Vanessa, tu es en train de dire qu'une agence qui est 5e au monde en créativité, qui a une marge de profit de 30%, n'est pas professionnelle juste parce qu'elle ne fait pas les choses comme toi, tu les as fait depuis 15 ans. Tu es en train de dire que Peugeot, parce qu'ils font les choses de cette façon-là, ne sont pas professionnels, alors qu'ils ouvrent des usines en Chine, qu'ils ont des lancements tout à fait à succès un peu partout, qu'ils sont en train de lancer des nouveaux véhicules de mobilité électrique, etc. Donc d'un seul coup, je me suis réveillée un peu, j'ai eu une épiphanie, et je me suis dit que le professionnalisme n'était pas un étalon, un standard. Hein, c'était une valeur extrêmement subjective qui voulait dire des choses très différentes et qui ne voulait pas dire qu'il y avait du bien ou du moins bien, c'est juste que les gens se comportaient de façon différente. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai essayé de comprendre, parce que je me rendais bien compte qu'au fil des années, je vivais des complexités avec des personnes de mes équipes, d'autant que pendant toutes ces années, quand j'étais en Ouzbékistan, quand j'étais à Londres ou quand j'étais à New York, etc., j'appliquais toujours les mêmes règles. Et donc, quand les gens ne se comportaient pas comme je pensais qu'ils devaient se comporter, j'aurais eu tendance à dire, bon, bah, tu fais comme je veux, parce que, j'étais le chef, donc je pouvais. Et puis j'imposais finalement ma notion du professionnalisme, parce que j'étais convaincue que c'était la seule, que c'était la bonne. Et je sentais bien qu'il y avait des tensions. Ça n'a pas été facile de gérer une campagne avec 9 pays d'Amérique latine, y compris le Brésil. Donc, il y avait aussi une complexité de langue. Il y avait l'espagnol d'un côté, le portugais de l'autre. Il y avait, en Asie centrale, j'avais une équipe qui avait des modes de fonctionnement complètement différents de ce que j'étais habituée à vivre. Et donc, d'un seul coup, donc, en me disant, attention, le professionnalisme, il est vrai partout. Comment on fait pour bien collaborer ensemble alors qu'on a des points de vue très, très différents sur les choses? Et donc, c'est de là qu'est venu le titre de mon livre, « Ne touchez pas à mon professionnalisme », à savoir, allez pas… parce que l'idée fondamentale du livre, c'est que le jour où quelqu'un vous paraît non professionnel, il faut tout de suite vous dire, est-ce que lui croit que moi, je suis professionnelle? Ou est-ce que finalement, il a exactement le même point de vue que moi? Et donc ça, c'est l'idée fondamentale, que le professionnalisme n'est pas un étalon. Et là, de me dire, bon, alors comment en pratique, je vais résoudre cette difficulté de collaborer avec des gens qui pensent très différemment. Alors, j'aimerais rappeler,
pourquoi c'était si important pour moi de parler de différentes cultures? Parce que culture, je l'entends vraiment dans un sens très, 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 très vaste. Et là, par exemple, autour de nous, je vois déjà différentes cultures rien que par les âges. N'importe quelle différence d'âge nous met dans un groupe avec des normes, des valeurs, des références qui sont particulières et qui donc vont éventuellement rentrer en contraste et en conflit. Et quand je parle de conflit, je parle d'un désaccord avec une tension émotionnelle, hein. Donc, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas la fin du monde, c'est une tension avec une tension parce qu'il y a des accords. Il va y avoir les genres, et je crois voir plusieurs genres ici. Il va y avoir des orientations de genre, et d'aucuns qui pourraient peut-être avoir une apparence, pour moi, associée à un certain genre, se voient et se sentent peut-être différents. Il va y avoir l'orientation sexuelle, il va y avoir les nationalités, bien évidemment, les industries. On parlait de la publicité, mais si j'étais dans la banque, si j'étais dans le consulting, si j'étais dans l'éducation, si j'étais dans l'art, on a tous des façons de faire très, très, très différentes et des cultures complètement différentes. Mon père est comédien, ma mère est enseignante, mon compagnon est dans les voitures électriques. Je peux vous dire que c'est des cultures très, très différentes de travail. Et donc, je me suis dit comment je vais faire ça? Et alors, en recherche, on parle à des gens qui savent. Et donc, j'ai décidé d'interviewer de par le monde 200 cadres supérieurs internationaux à travers 22 industries et à travers 66 nationalités. Et je leur ai tous demandé comment ils faisaient pour résoudre ces conflits. Alors, à chaque fois, je leur montrais une petite vidéo avec des conflits interculturels et je leur demandais comment ils les résolvaient. Et c'est comme ça que m'est venu un cadre de résolution simple, basé sur 3 lettres. Alors, pour les anglo-saxons ici présents, ce sera facile. ACE, A-C-E, avec le A pour l'attention qu'on doit apporter aux émotions, à la tension du moment. Le C qui est sur la contextualisation du conflit et le E qui est sur l'exploration de solutions au conflit. Et donc, je vais vous en parler rapidement. Pourquoi est-ce que c'est si important de résoudre déjà, de porter son attention sur les émotions? Eh bien parce que, d'un point de vue, enfin, en psychologie, on apprend que quand on est sous tension, stressé, anxieux, fâché, on rentre en tunnel de vision. On voit le bien, le mal, le noir, le blanc. On se voit victime et on voit l'autre comme oppresseur. Et on manque totalement de créativité. Et on voit les choses comme on veut les voir. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les informations pour être conforté dans notre conviction qu'on a raison. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est sous tension. Et donc, plus on est dans cet état-là, moins on a de chances de réellement résoudre ce problème. Et donc, il y a 4 stratégies simples qu'utilisent les cadres dirigeants et que je me propose de partager avec vous. La première, c'est de faire une pause, tout simplement. En conflit, notamment dans les couples, aussi dans la vie privée, cette pause, il faut une pause de plusieurs minutes. L'idéal, ce serait d'arriver à 20, mais ça peut être plus court. Et l'important, c'est aussi de porter son attention sur autre chose. Donc, une stratégie toute simple, c'est on sent que le ton monte, que les choses commencent à se dire d'une façon moins agréable, et on dit j'ai besoin de faire une pause, par exemple, une pause minute. Je dois, comfort break, je dois aller aux toilettes, ou on peut repousser peut-être la réunion à une prochaine fois, etc. Et là, on permet aux 2 parties de se recalmer et de revoir les choses d'une façon différente. Et dans mon livre, je développe comment, au niveau psychologique, les hormones nous mettent dans cet état-là, la dilatation des pupilles, le rythme cardiaque qui s'accélère, les sueurs, etc.
Et ça, c'est des études qui ont été faites à la NASA hein, sur des astronautes, pour voir justement comment on réagissait en temps de stress. Bon, donc la pause. La première, c'est la pause. La deuxième, elle va être sur la notion de l'espace. Est-ce qu'on est au bon endroit pour avoir cette conversation? Imaginez qu'on soit en open space et que je sois en train d'avoir une altercation avec un collègue ou peut-être même un supérieur hiérarchique ou quelqu'un ou un subordonné. Il est possible que devant tout ce monde, cette altercation me fasse perdre ma réputation, ou que des choses se disent que les autres ne devraient pas entendre. Et donc, il est très important de se sentir conscient que nous sommes, nous, les acteurs de ce qui nous arrive et que donc, si le lieu ne s'y prête pas, changeons de lieu. Il va y avoir quelque chose de très important aussi sur la voix. Alors, la voix, c'est quelque chose que j'ai appris. Un de mes enfants a un retard de développement avec des symptômes autistiques. Et c'est mon torture test, mon fils, parce que il réagit sans filtre social et il réagit d'une façon extrêmement rapide, instinctive. Et j'ai appris beaucoup de choses en l'élevant. Et un jour, je me suis rendu compte que le ton de ma voix lui faisait prendre une attitude différente. Donc, par exemple, si je lui disais stop, ça allait. Si je disais stop, ça allait. Stop, ça allait. Stop, ça allait plus. Parce que j'étais passée dans un registre de voix. Et il y a un livre très, très intéressant que je vous conseille de Chris Voss qui s'appelle Never Split the Difference, qui est un négociateur international et qui, lui, négocie des otages. Donc, on est en moment de tension. Et il vous parle de la Night Radio DJ Voice, la voix du DJ de nuit. Et cette voix qui permet d'englober, de rassurer, même si elle est ferme, on peut être à un moment amené à dire stop, mais ne pas monter dans un registre où là, l'enfant, et les enfants sont très doués pour ça, il n'y a pas qu'Adrien, tous les enfants savent faire ça, l'enfant se rend compte que le parent est parti en rage, en colère et a perdu ses moyens. Il n'est plus dans un registre de fermeté. Donc, la voix est très, très importante. Et dans nos formations, on fait des exercices de théâtre. Je ne sais pas si nous avons des acteurs parmi nous, mais des comédiens parmi nous, mais en théâtre, par exemple, un exercice. Le théâtre est fascinant parce qu'il essaie de recréer la réalité sur scène avec parfois des artifices. Et donc, un des artifices très faciles pour faire croire qu'il y a une tension extraordinaire entre deux personnages, c'est de faire en sorte que le ton de voix monte jusqu'à ce qu'il y ait interruption. Et quand les deux commencent à s'interrompre parce qu'ils sont au sommet de leur colère, là, c'est vraiment la guerre entre les deux. Et donc, on travaille beaucoup ces exercices-là pour que les gens aient conscience de leur niveau de voix et puissent revenir à des niveaux. D'autant qu'à travers les différentes cultures, on va avoir des tonalités de voix très, très différentes. Moi, j'avais mon ex-mari britannique qui, quand il venait dans ma famille portugaise, au bout de 5 minutes, voulait partir parce qu'il croyait que tout le monde allait s'entretuer sur les conversations politiques qu'il pouvait y avoir, alors qu'en fait, tout allait très bien. Mais c'était « oui, ça va pas, abruti, et nanana, etc. etc. » Et lui, il disait « mais mon Dieu, plus jamais ils vont se parler. » Et puis, l'heure arrivait de dire au revoir. « Allez, au revoir. Et on se voit demain? Oui, oui, pas de problème. » Et alors là, il ne comprenait plus rien. Parce que pour lui, vraiment, on avait dépassé toutes les limites possibles de la bienséance. D'accord ? Donc, on a parlé de la pause, on a parlé de l'espace, on a parlé de la voix. Et après, une technique, une stratégie très, très utilisée dans tous les services, et notamment dans les compagnies d'aviation, dans les hôtels, présenter des excuses. Alors ça, c'est assez fascinant parce qu'il y a tout un livre sur comment présenter ses excuses qui s'appelle « The Art of Apology ». Et en fait, même l'origine du mot, à travers les différentes cultures, montre que demander pardon est très différent pour les uns et pour les autres. Apology, en anglais, par exemple, vient du grec et va être beaucoup plus sur le registre de l'explication, la justification. Pourquoi on a fait ce qu'on a fait.
Alors que si on est sur l'étymologie latine, français, qu'on a en France, par exemple, de excuse, c'est excusare et c'est disculpare et c'est enlever la culpabilité. Donc, et si je vous parle du Japon, on a 30 mots pour le dire et plus encore de façons de le faire. Une petite anecdote que j'ai apprise en travaillant sur cette notion, en Chine, vous avez des entreprises qui présentent les excuses pour vous. Donc, vous appelez l'entreprise, vous dites, écoutez, j'ai été méchante avec ma maman, ça vous coûte tant, et ils envoient pour vous un mot d'excuse. Je trouvais ça absolument génial parce que très, très, très surréaliste pour une autre culture, en tout cas pour la culture française ou celle que je connais un peu plus occidentale. Donc voilà, donc ça c'est le A de ACE. Le C, je vous demande d'envisager 3 cercles qui sont le cercle individuel avec tout ce que vous avez comme bagage culturel. C'est les choses que vous aimez et c'est aussi les choses que vous n'aimez pas. C'est les choses auxquelles vous êtes habitué, c'est les valeurs qui sont extrêmement importantes pour vous. Et d'autres et donc parce qu'elles sont importantes, vous allez avoir des hot buttons. Et si on appuie sur ces boutons, ça va mal se passer. Extrêmement peut-être énervé, enragé. Moi, je vous en présente un, par exemple. Le Portugal peut avoir un certain nombre d'individus, hommes, qui considèrent les femmes d'une façon un peu plus... un peu à part. C'est un machisme un peu particulier. Et je me souviens d'un déjeuner il n'y a pas longtemps de ça. J'étais invitée par un monsieur très gentil que j'adore et qui... moi, j'étais assise en face de lui. Mon papa était à droite, mon compagnon était à gauche. Et quand je parlais, il répondait soit à mon papa, soit à mon compagnon, mais pas à moi. Et ça me faisait bouillir. Je me disais, mais c'est pas vrai. Donc voilà, donc ça, c'est et dans le livre, j'essaie de montrer comment on peut apprendre à mieux se connaître à travers cette compréhension de l'individu. Ensuite, on va avoir le deuxième cercle qui va être la relation. On a 2 individus qui se rencontrent. Hein, et il va y avoir des différences de culture qui vont créer des tensions. Imaginez que vous ayez un temps précis, linéaire, et que vous ayez quelqu'un d'autre qui soit complètement différent. Notre réunion a commencé à 11 heures, et peut-être quelqu'un arriverait à 11h45, presque fâché qu'on n'ait pas attendu qu'il arrive, parce que dans certaines cultures, on aurait attendu que tout le monde arrive pour démarrer, par exemple. Alors que d'autres, donc il va y avoir des personnes qui vont se sentir non respectées, qui vont se sentir, qui vont avoir l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'elles voulaient faire, etc. Donc ça, c'est la deuxième bulle. Et puis ensuite, il y a la bulle culturelle. Et alors là, c'est encore plus complexe, puisque où sommes-nous? Où se passe le conflit? Est-ce que ça se passe à Paris? Est-ce que ça se passe à Los Angeles, à Pasadena? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis chez l'autre? On a cette expression de dire à Rome fait comme les Romains, ce qui par ailleurs nous amène ensuite aux résolutions où c'est une des stratégies qui peut être adoptée. Donc voilà, donc le C, c'est contextualiser, comprendre pourquoi les différences existent et même comprendre parfois qui est responsable de ces tensions. Il y a parfois des tensions. Imaginons que Amélie et moi ayons un désaccord et que je ne comprenne pas que ce désaccord vient d'un fournisseur d'Amélie et non pas d'Amélie elle-même. Je serais en train d'avoir une tension avec Amélie alors que c'est une autre personne qui est responsable de tout ça. Donc, c'est bien comprendre. C'est un peu comme de jouer à un jeu de stratégie et de comprendre qui sont les... C'est un jeu de détective, c'est passionnant de voir qui fait quoi et qui a influence sur qui. Et enfin, donc voilà, donc les 3 cercles, ça c'est la partie contextualisation avec des techniques de questionnement humble, d'écoute active, de recherche sur soi, etc. Et puis enfin, on a le E, je suis un tout petit peu plus long que prévu, on a le E qui est sur l'exploration des résolutions. Et je vous parlais de « à Rome fait comme les Romains », c'est une façon de faire, à savoir qu'on cède au professionnalisme de l'autre, peut-être parce qu'on a l'impression qu'on est invité et que donc il faut faire comme chez l'autre. On peut aussi imposer, c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années, d'imposer son professionnalisme. Alors parfois, ça peut être pertinent. Il y a des moments où imposer une certaine façon de faire,
il ne faut pas, c'est que ce soit par principe. Il faut que ce soit par pertinence, avec un rationnel qui soit normal, et qui soit pas normal, qui soit réfléchi. Je vous donne l'exemple d'un CEO d'origine belge, donc une hiérarchie très horizontale aussi, très droit, très direct, etc., qui arrive au Brésil où normalement la hiérarchie est parfois plus lourde. Et en fait, il s'est rendu compte que l'entreprise, à ce moment-là, précisément, avait besoin d'une autonomie différente des individus. Et donc, il a formé ses équipes à changer de mode de fonctionnement, mais pas parce qu'il était convaincu que c'était sa façon plutôt que la leur, c'était qu'à ce moment-là, c'était ça qu'il fallait faire. Et ça s'est extrêmement bien passé. Alors, j'aimerais aussi préciser que dans toute… Donc, voilà, donc l'exploration de la solution, c'est comment on fait. Et là, je dirais que le clou de la résolution, donc il y a 5 modes de résolution classiques. Nous tous avons une préférence pour l'un de ces 5. Il y a ceux qui aiment toujours gagner, il y a ceux qui aiment toujours que l'autre gagne, il y a ceux qui aiment le compromis coûte que coûte, il y a ceux qui cherchent plus loin, un win-win, et puis il y a ceux qui évitent le conflit à tout prix. On connaît ces personnes où quand on dit bah là ça va pas, il faut que je parte, je ne peux pas en parler. Et dans la troisième culture, qui est ce que je préconise à la fin du livre, c'est vraiment cette notion de comprendre comment moi, qui suis un carré, avec quelqu'un qui est un cercle, on arrive à créer une culture, peut-être un triangle, je vous montre ce petit dessin, et on crée cette troisième culture, qui est ce triangle, pour que je reste carré, l'autre reste rond, mais qu'ensemble, on arrive à collaborer de façon harmonieuse et de pouvoir travailler correctement. Voilà. Alors, c'est ce qui nous amène c'est finalement une grammaire qui nous amène à ce que peut être la diversité aujourd'hui. Peut-être que je voudrais juste dire un petit mot avant de vous écouter, d'entendre vos histoires, vos questions. Et je vous invite d'ailleurs à les mettre vraiment sur le chat pour qu'Emma puisse faciliter l'échange. Il faut vraiment pas oublier qu'on est dans une période extrêmement grave et où la pandémie actuelle nous amène à ce qu'on appelle… plutôt, il y a une théorie de management qui est très connue et qui a beaucoup travaillé sur la question du 9/11 et qui s'appelle la théorie du terror management theory, et qui montre qu'en temps de danger, quand on a la sensation que la mort est imminente ou que la mort est présente, quand on a conscience de notre propre mort, on devient plus conservateur, on protège nos valeurs. Et donc, malheureusement, les phénomènes de ces derniers mois, la mort de George Floyd, etc., ne sont pas des surprises, parce que nous sommes à un moment où la peur nous fait rentrer dans notre coquille. Et donc, c'est un moment extrêmement important pour avoir justement cette ouverture d'esprit. Et je prône de ce fait, surtout en ce moment, toute la tolérance et l'empathie possible pour la différence, parce que c'est ensemble qu'on arrivera mieux, même malgré nos différences. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Vanessa. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. En quoi votre approche est différente des centaines de formations interculturelles qui circulent? Peut-être le fait que dans les formations historiques, on portait énormément d'attention à ce qu'on appelle les stéréotypes sophistiqués. Stéréotypes sophistiqués, c'est une proportion de la population qui va être d'une certaine façon, et donc on va dire par exemple que les Japonais vont être un peu plus collectivistes que je sais pas moi, que les Américains, et que les Français vont être plus hiérarchiques que les Hollandais, etc. Et le problème avec ça, c'est qu'on a l'impression de savoir, et du coup, on va agir envers la personne qui vient devant nous, et on va se dire, bah, lui, il est japonais, donc il va être comme ça, et donc je vais faire comme ça. Or, on est dans un monde plutôt, de la globalisation, où
je suis quasiment certaine que l'ensemble des personnes qui ici présentes ne représentent pas du tout la caricature de ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit. Et donc, il faut vraiment être sur la perception que l'individu est unique, avec des valeurs uniques. Je viens avec une double culture, j'ai vécu dans le monde entier, il est évident que je n'ai pas les caractéristiques de la parisienne moyenne, bien que je sois parisienne moyenne, je suis qui je suis. Et donc, notre approche est véritablement de détecter à travers l'individu qui est devant nous ses valeurs, quelle que soit son origine, et de surtout pas se laisser emporter par ah, bah lui, je sais, je vais deviner, je sais bien, il a l'air comme ça, alors c'est sûr que. Non, on va vraiment être en train de détecter ses valeurs. Je vous donne un exemple. Quand une vendeuse à Singapour me dit Madame, vous aimez cette montre? Moi, je dis bah oui, je l'aime beaucoup cette montre. Elle me dit ah bah alors là, c'est le bon choix, tout le monde l'aime. Mais moi, je cours. Je ne veux pas qu'on me dise que c'est la montre que tout le monde aime. Je veux être la seule à aimer cette montre parce que je suis très individualiste et que cette dame se trouve être très collectiviste. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, que tout le monde l'aime et que pour elle, ce soit quelque chose de bien et que ce soit un argument de vente, je dois, moi, comprendre qu'elle n'a pas la même valeur que moi et que donc il va falloir, quand on va travailler, que probablement cette dame, elle va préférer un bonus collectif qu'un bonus individuel, par exemple. Et donc, mais c'est pas parce qu'elle est singapourienne. Elle aurait pu être singapourienne et me dire, ah bah, vraiment, vous êtes très différente avec cette montre. Et là, je me serais dit, ah, alors elle est autrement. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça, c'est une approche de l'individu et de la détection des valeurs pour pouvoir ensuite les gérer. D'accord, ça c'est très clair. Comment fait-on dans la pratique? Par où commence-t-on la diversité et l'inclusion? Ah, alors, dans la pratique, les États-Unis sont très en avance sur, sur le reste du monde sur la question sur ces deux questions, en fait, pour des raisons historiques qui sont les leurs, pour des raisons culturelles qui sont les leurs. Et quand on dit diversité aux États-Unis, on a vraiment une palette très, très large, hommes, femmes, genre, sexualité, ethnicité, génération, et cetera, et cetera, et cetera. Quand on arrive dans d'autres parties du monde, on va avoir des entreprises qui comprennent la diversité comme: «Ah bah moi, il faut que j'ai autant de femmes que d'hommes et et éventuellement quelques étrangers, mais il ne faut pas aller trop loin». Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la diversité. Mais ce qui est important dans la diversité, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que non seulement on invite tout le monde, mais aussi qu'on les fait parler. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Et donc c'est très bien d'essayer de remplir des quotas, d'essayer de faire venir des gens différents, mais il faut se rendre compte qu'une équipe interculturelle, si elle n'est pas gérée sur son interculturalité, elle ne va pas performer mieux qu'une équipe homogène. Non, pire, c'est clair. Ça n'est que quand on a géré les différences et que chacun a sa voix dans cette troisième culture que je préconise, que là, on va être dans un registre de résultats exponentiels, vraiment exponentiels. Et donc ça nous demande l'inclusion, et l'inclusion, ça va être à travers notamment des stratégies de communication, de gestion des conflits qu'on va avoir. Donc pour une entreprise, il faut être conscient de où est-ce qu'on est, comment est est-ce qu'on est divers ou pas, diversifié ou pas dans et alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on est diversité pas seulement dans le nombre de gens qu'on a employés, mais est-ce que nos fournisseurs sont divers? Est-ce qu'il y a cette inclusion de partout? Parce qu'on fait partie d'un écosystème. En sociologie des organisations, c'est fascinant, mais le rôle d'une entreprise ou d'une institution, une université, moi je travaille avec les SEC beaucoup, j'avais donné des cours aussi à l'University of Pennsylvania ou à Católica à Lisbonne. Il y a une responsabilité énorme parce que c'est ces institutions, ces entreprises qui créent la réalité de la société. Et donc, la diversité, elles doivent le pendre chez elles, mais aussi dans leur écosystème. Et puis ensuite, au travers, il faut un top management qui y croit, parce que l'entreprise qui va vous dire: «Alors moi, je suis hyper diversifiée» et puis après, dans les faits, dès qu'une femme tombe enceinte, c'est impossible de travailler, qu'il n'y a pas d'espace pour la chaise roulante, que l'aveugle, bah, il y a pas de solution, enfin, le non-voyant, il n'y a pas de solution. Ça, il y a plein
plein d'entreprises qui just talk, talk, talk. There's no walking the talk. Ils ne rentrent pas dans les faits. Donc ça, c'est très important de le faire. Et en fait, d'être très à l'écoute de tout le monde. Voilà. Donc, donc, il y a vraiment… Et le seul moyen de convaincre une grosse entreprise que l'inclusion est importante, c'est de leur montrer que c'est le cœur du profit, le cœur de la performance de l'entreprise. Quand on est dans le marketing, si on n'a pas appelé un groupe divers et diversifié de consommateurs, on va manquer un angle. On va manquer un angle. Je vous donne un mini exemple chez Procter & Gamble d'une femme, une des premières à être sur la marque, l'équivalent de la marque Tide, Ariel en France, en Europe, pardon. Et tous les hommes lui disaient, non, stay in, sign out, une tâche, c'est rationnel, la décision, elle est rationnelle. Et puis elle disait, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on lui montre tous les rapports de recherche et tout était sur rationnel, stay in, stay out, oui, si, c'est rationnel. Et elle est allée voir toutes les données, elle a demandé à toutes les analystes de lui donner les données vraies, brutes, raw data, et quand elle a vu ça, il y avait 70% d'émotions dans tout. Sauf que les personnes qui avaient lu l'information ne voyaient pas parce que ce n'était pas dans leur intérêt, dans leur façon de faire. Et donc, plus vous êtes inclusif dans tout le processus créatif, d'innovation, de réflexion, plus vous avez de chance d'avoir la personne qui va penser à quelque chose. IBM, en ce moment, est sur un projet d'1 milliard de dollars parce qu'ils ont un groupe qui est porté par le handicap et qui a trouvé des applications absolument extraordinaires. Merci beaucoup, Vanessa. Avez-vous des exemples d'inclusion qui vous convainquent? On parlait d'IBM, j'avoue que j'ai été assez impressionnée par la façon notamment qu'ils ont eu on a écrit un chapitre dans un autre livre à ce sujet sur le leadership empathique et la façon qu'ils ont d'aborder l'être humain. Donc là, je vous parle d'une grosse entreprise et je trouve ça bien qu'il y ait cette façon de faire. J'ai parlé au patron d'innovation de quartier et la sophistication de la notion de diversité chez eux et la volonté de l'aborder, de ne pas avoir de tabou dans l'entreprise. Parce qu'il y a même des moments où les gens vont vous dire ah, « oui, mais ça, ce sujet-là, on ne va pas l'aborder parce que c'est personnel. Personne n'a à savoir que je suis épileptique. » Oui, mais si ce n'était pas un problème d'être épileptique, quel serait le danger d'en parler? Le problème, c'est que s'il n'y avait aucun problème d'être homosexuel, pourquoi on cacherait qu'on ne l'est? Et donc, il y a toujours cette tension-là de savoir si on est véritablement sur l'inclusion. Et ça, il faut des leaders qui le fassent. Il faut des leaders qui l'assument. Je suis impressionnée par… je n'ai pas du tout de vocation à défendre les républicains ou les démocrates, absolument pas. Je vois simplement, avec l'arrivée de Biden, par exemple, le type de personnage qu'il a mis tout de suite au gouvernement. C'est intéressant de voir ce souci de diversification. Je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas s'ils auront le pouvoir de parler suffisamment, etc. Mais voilà, mais je ne défends pas l'un ou l'autre, hein, vraiment, je n'étais pas dans ce registre-là. Donc voilà. Et il y a des entreprises en Inde qui m'impressionnent beaucoup sur la façon d'aborder l'inclusion à tout niveau, de réfléchir à la carrière d'un homme ou d'une femme à travers les âges, de réfléchir aux besoins des individus, de créer des applications pour malentendants extraordinaires. Enfin, il y a vraiment des entreprises qui sont extraordinaires de richesse. Merci. Et j'ai encore une question, c'est l'inclusion est un sujet global. Peut-il s'appliquer de façon globale? Et si oui, comment faire? Alors là on passera pas trop de temps sur ce sujet-là. Il est totalement global, mais la façon d'appréhender l'inclusion est très différente. Par exemple, en France, je n'ai pas le droit de demander à mes employés de quelle ethnicité ils sont. Donc déjà, si je n'ai pas le droit d'avoir ce questionnaire, comment je peux avoir des quotas? Comment est-ce que je peux montrer que je suis diversifiée dans l'esprit, par exemple, américain ou anglais, vous voyez? Donc, rien que les lois sont tout à fait différentes. Vous allez avoir des pays comme en Chine,
où la couleur de la peau est un sujet de conversation courant et où dire que la personne est un peu trop foncée pour qu'on ait envie d'être avec elle ou lui peut se poser. Et c'est pas considéré comme quelque chose de mauvais. Donc il y a plein de degrés de compréhension. Et donc, ça amène une complexité pour les... Moi, j'envie pas les Worldwide D&I Offices, hein, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de travail à faire. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut légalement savoir où on va. Il faut voir avec quelle maturité le pays vit. Et puis après, il faut voir le degré d'intensité. On sent une intensité aux États-Unis qui est remarquable, aussi du fait de certaines tensions qui sont remarquables et uniques, et qui ne sont pas les mêmes en Europe, qui sont d'un autre registre en Europe. En France, on est en train de vivre une révolution avec la laïcité de la France et puis l'islam, qui est une communauté extrêmement forte et qui est complètement contradictoire. Donc, chaque zone va avoir des tensions qui vont justifier des questions d'inclusion et de diversité différentes. D'accord. Merci. Lorena nous pose une question. Comment intégrer dans une organisation ACE pour éviter les conflits? Est-ce que c'est possible? Alors, j'espère bien, parce que c'est ça l'objectif. C'est véritablement rendre cette façon de penser presque automatique. C'est de créer une grammaire où tous les individus ayant été formés, d'ailleurs, nous, on croit beaucoup à la formation interne. Parce que quand on a son supérieur hiérarchique ou son subordonné qui vous apprend quelque chose et qui prend un exemple de l'entreprise c'est beaucoup plus fort de s'entendre raconter des histoires de sa propre entreprise que moi, madame Barros, qui arrive de mon passé publicitaire et qui va parler à Megit où ils font de l'aéronautique et où je sais peut-être pas leur parler de réacteurs ou peu importe quel accessoire aéronautique. Bon, bref. Donc, on croit beaucoup à une collaboration où, du coup, le leadership peut entreprendre ça. Il va y avoir dans le... Donc déjà, c'est un peu comme ça, si on leur donnait une façon de se comporter, une grammaire. Au-delà de ça, il faut un contexte. Il faut montrer qu'on a le droit d'être différent et il faut bien préparer. Donc, par exemple, toute réunion doit commencer par, s'il y a un groupe, s'il y a un travail de groupe, tout travail de groupe doit commencer par un contrat social, team charter. Quelles sont mes différences, quelles sont mes motivations, where are my hot buttons, qu'est-ce qu'on fait si ça ne se passe pas bien, qui décide, qui va être le chef, le juge, est-ce que c'est au compromis, est-ce que c'est la majorité, est-ce qu'il y en a un qui décide, etc. Et ça, c'est très important. Et même, moi, je le pratique beaucoup avec Amélie dans notre structure. Toujours, dans un livre collectif que j'ai fait, ça nous a sauvé la vie d'avoir ce contrat, très important, parce que quand on commence à sentir des tensions, c'est le moment où on peut revenir vers c'était quoi les valeurs qui étaient importantes pour nous, c'était quoi les principes sur lesquels on s'était engagé, et là, l'engagement revient, et on se rappelle de ce qu'on s'était dit, ou alors à la limite, on clarifie. Donc, toutes ces techniques-là vont aider à ce que la différence soit un plus. Et puis, encourager toujours la curiosité. Se dire oh, c'est drôle, tu fais pas comme moi, plutôt que de dire ah bah non, alors mince, moi j'aimerais que tu fasses comme moi. Donc, ça, dans la publicité, parfois, on le fait un peu parce que, comme on est dans un monde créatif, on essaie d'encourager. Mais par exemple, je sais pas, vous pouvez encourager les gens à partager des musiques, des films qu'ils aiment, des nourritures, de trouver ce qu'on a en commun. Vous avez peut-être vu sur YouTube une vidéo sur le Danemark très bien faite, où on a des individus de partout. Alors, vous avez des camionneurs, vous avez des étudiants, mais en fait, les questions qui sont posées, c'est qui était le premier de la classe? Et alors, d'un seul coup, on a un camionneur, un chef d'entreprise, une femme peut-être retraitée, je ne sais pas, et voilà, et ils ont ça en commun. Et d'un seul coup, on ne voit plus la différence, on voit ce qu'on a en commun. Et ça, j'y crois énormément. Et dans la résolution des conflits, on parle beaucoup de solidarity building. Qu'est-ce que nous avons tous en commun?
deux fanas de football américain ont tout de suite un sujet d'entente, quelle que soit leur ethnicité, quel que soit leur différend. Alors peut-être qu'ils vont s'engueuler sur l'équipe pour qu'ils défendent ou pas, mais quand même, ils vont avoir des atomes crochus, il y a quelque chose qui va se passer. Deux fanatiques de nouvelles vagues vont pouvoir échanger sur la magie de Jules et Jim et avoir un sujet de conversation. Et ça, cette confiance affective liée à des choses qu'on aime ensemble, c'est très important pour résoudre les conflits. Quand on s'aime pas, on n'a pas très envie de faire confiance à l'autre. Quand on s'aime bien, on se dit oh, quand même, si, il n'est pas méchant, elle ne peut pas être horrible comme ça, il y a bien une autre excuse. Et donc ça aide beaucoup. Ça répond à votre question un peu, Lorena? Merci, ça, très, très bien. Et en fait, j'achetais déjà parce que j'ai beaucoup de problèmes avec la communication ici. Je suis mexicaine d'origine. Je suis déménagée ici à Los Angeles. Ça fait 10 ans. Donc, j'ai travaillé aussi en Europe, en Italie, en Belgique, en France aussi. Mais pour moi, ici, c'est un mystère. Donc, merci pour ta sagesse. N'hésitez pas, Lorena, à me contacter. Je serais ravie d'échanger avec vous sur certaines choses. Parce que ce que je trouve fascinant quand on vit une difficulté et que vous parlez de 10 ans de complexité, oui, il y a peut-être des clés de lecture qui vous aideraient. Il y a peut-être des clés de lecture qui vous aideraient. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paul? J'ai une question, s'il vous plaît, Vanessa. Je voudrais savoir votre impression du professionnalisme d'Emmanuel Macron, par exemple. Comparé avec autres... Non, ça suffit comme question. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que par exemple, moi j'ai une tante qui fait partie du monde politique d'avant. Elle a été ministre, c'était la première femme secrétaire d'État à la Défense, donc un registre sous Mitterrand, et donc elle a une connaissance profonde de la politique en France, l'importance des partis politiques, l'importance des grosses institutions. Et Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche, a cassé tous les codes. Donc, il a été une vraie révolution culturelle pour ce qui était institutionnalisé. Et d'ailleurs, à un moment donné, on lui a dit, bah, essaie. Et maintenant, il est en train de vivre la difficulté de tout ce système qui revient et qui peut éventuellement l'empêcher. Donc c'est un individu qui a eu l'audace de tenter de secouer un mode de fonctionnement et de casser des habitudes et d'apporter une culture de l'entreprise privée. Monsieur Macron est un ancien financier, dans quelque chose qui était beaucoup plus politique, beaucoup plus politisé, beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Et il veut amener ce côté. Monsieur Sarkozy avant l'avait aussi. Simplement, ces deux individus, peut-être moins Sarkozy que Macron. Macron a quand même un sens des valeurs françaises. Peut-être que monsieur Sarkozy l'avait un peu moins. Il était un peu trop entrepreneur au goût de la France. Et donc, il y a toute une France qui a besoin qu'on se souvienne des racines profondes, des valeurs profondes de la France. Et quand on commence à avoir une posture un peu trop... Moi, j'ai même vu un documentaire où on parlait de Sarkozy comme they call him the American. Comme si les Français l'appelaient l'Américain parce qu'il faisait son jogging le matin. Enfin, il faisait des choses comme ça que les Français n'étaient pas habitués à avoir avec un... Nous, on avait des présidents avant beaucoup plus... Hein. Et donc voilà. Donc, écoutez, ce qu'ils essaient de faire,
ça réussit, ça ne se réussit pas, je n'ai pas de point de vue sur cette question-là. En revanche, que clairement, l'un et l'autre ont été des chocs culturels, ça c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Et j'avoue que j'ai été assez, au départ, j'ai été assez attirée par le fait que des non-politiques viennent au monde politique parce que, et ça c'est vrai partout dans le monde, j'ai souvent l'impression qu'il y a un monde politique et puis après il y a la réalité. Et je trouve que ces gens-là, enfin Macron en particulier, il a vraiment essayé de faire un pont entre les deux. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est autre chose. Merci. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas. Ou est-ce que vous avez des anecdotes à partager? Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes? Vous avez été confronté à un problème interculturel un jour? Oui, moi, en lisant ton livre, je me suis rendu compte que peut-être que le problème que j'ai, c'est que je viens d'une culture plus relationnelle à la place de transactionnelle. Donc, pour moi, c'est vraiment le problème ici aux États-Unis. Et puis, je viens d'une autre culture aussi professionnelle. Je suis une avocate, mais je ne peux pas ici, je ne fais les droits ici, non? Donc, je fais des autres choses, project management, gestion de projets. J'ai créé beaucoup de teams. Oui. Donc, c'est toujours un problème parce qu'il me voit comme authoritarienne, très structurée, non? Et, et je crois que ouais, je suis en train de découvrir les problèmes, non? Alors, le tableau qu'il y a dans le livre, je pense que dans ce que vous me décrivez, dans les clashs qu'il va y avoir, il va y avoir le rapport à la hiérarchie, le relationnel par rapport au transactionnel. Et c'est intéressant que vous disiez la culture américaine. Vous êtes en Californie, c'est la culture californienne. Moi, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Los Angeles, c'est pas le même pays. Donc c'est très important aussi de vivre ça et c'est étonnant. Une des choses, par exemple, que j'ai vécu quand je suis arrivée à Los Angeles, moi, j'avais des amis qui étaient dans le cinéma et dans la télévision, des gens qui étaient des producteurs assez bien établis. À l'époque, c'était l'équipe de Frasier. Et moi, j'arrivais dans des soirées et on me demandait tout de suite ce que je faisais dans le cinéma. Et dès que je leur disais que je ne faisais rien dans le cinéma, eh ben, ils parlaient à quelqu'un d'autre parce que je n'avais rien à leur apporter d'un point de vue comme ça professionnel. J'avais un peu de mal comme ça. Et puis, j'ai vite compris que c'était une façon de faire assez transactionnelle, en effet, où il faut qu'on voit assez vite si c'est efficace, pas efficace. Alors, je dis pas du tout que tout le monde soit comme ça, mais c'est vrai que j'ai pu vivre ce phénomène. Donc, dans une culture… Alors, l'autre chose qui est très intéressante par rapport à l'opposition entre une culture plus relationnelle et plus transactionnelle, c'est la notion d'interdépendance. Quand on est dans une culture relationnelle, l'autre est très important pour nous. Et on va dire ce que l'autre veut entendre. Donc, on va avoir par exemple, on va avoir une communication parfois très indirecte. Au Mexique, on ne va pas dire non facilement. Je vous invite à aller faire un raid en moto, comme un de mes interviewés me racontait. Il demande à 2 de ses collègues, allez, on va faire un raid en moto. Il fallait qu'il fasse 7 heures de moto pour arriver là où il devait arriver, puis 7 heures retour, 14 heures. C'est beaucoup pour un week-end. Et le premier lui dit, oui, super, oui, oui. Alors, j'ai un mariage samedi, on part dimanche midi. C'est évident qu'on ne fait pas 14 heures de raid en partant dimanche midi. Donc, ça voulait dire non. Mais il ne pouvait pas lui dire non. Et l'autre, oui, absolument. Et plus jamais il en entend parler. Et ça,
pour des cultures où on croit que c'est notre individualité qui est importante, notre intégrité, notre valeur qui compte et pas la relation, c'est traumatisant. Et par ailleurs, pour la personne qui vient de la culture interculturelle, la froideur de quelqu'un qui est individualiste et qui pense qu'il est plus important que le collectif est très compliqué. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui sont... il y a aussi une notion très importante. Alors ça, ça dépend un peu des familles aux États-Unis, mais aux États-Unis, par exemple, on va être beaucoup sur le doing est important, doing. C'est-à-dire, what have we achieved? Self-made man, c'est ça. C'est vraiment cette notion de je suis parti de rien. Obama, il va vous dire ça. Il y en a plein qui vont vous raconter qu'au début, c'était rien, et puis après, ils sont arrivés, et puis voilà, il y a de grandes histoires comme ça. Il y a des pays, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a cette tendance au Mexique, mais où ce qui est important, c'est les badges qu'on a. Est-ce que je suis le frère du président? Est-ce que j'ai telle université? Est-ce que j'ai la France, c'est très comme ça. Vous allez à un cocktail de français, vous me posez n'importe quelle question, moi en 3 minutes, je vais vous dire que ma fille a fait l'ENA, que mon mari est polytechnicien et que pour que vous soyez là. Ah oui, d'accord, ça va. Et donc ça aussi, ça va créer des problèmes parce que on va pas se comprendre, on va pas avoir les mêmes valeurs. C'est intéressant. Bon courage, mais moi j'adore Los Angeles. Je pense que vous pouvez très très bien vous en sortir. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être une dernière question, mais sinon je serais ravie de conclure. Moi, si vous allez sur www.leadershipcq, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous voulez me contacter. Je serais ravie d'avoir vos témoignages, vos aventures, et de pouvoir vous aider. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à envoyer des anecdotes parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein. Amélie et moi, on se nourrit de toutes vos histoires, de la même façon qu'on s'est nourri de... Donc, je voulais vous remercier pour votre écoute et d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez mettre ce lien de l'Internet dans le chat, si ce serait possible? Alors... Oui, j'allais ajouter que, en fait, j'allais mettre toutes ces références sur notre site internet. Quand vous allez cliquer sur Previous Events, vous allez voir l'événement d'aujourd'hui et puis je vais mettre toutes les références et aussi les références par rapport au livre pour que vous puissiez vous le procurer sur Amazon. D'accord? Donc, je rappelle qu'il est en anglais et en français, donc c'est à vous de choisir. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci Vanessa, merci Amélie. Et donc, on reste en contact, en fait, hein, parce que justement, je pense qu'on vit tous les jours des expériences interculturelles. C'est très enrichissant. Vous avez décidé d'en faire votre sujet d'étude. Donc, on reste en contact. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à Lisbonne et à Angers. Merci. Et puis, je vous souhaite une excellente journée aux États-Unis, en Californie. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.